La puissance militaire de la Russie n'est rien de plus qu'un mythe. Pendant des siècles, l'Occident a craint l'ours russe soi-disant. Mais aujourd'hui, cette peur a été vaincue. Les campagnes désastreuses de la Russie en Ukraine, l'équipement obsolète et le mauvais leadership ont exposé ses forces armées comme faibles, chaotiques et sans équivalent pour une véritable superpuissance. Et en ce qui concerne la puissance militaire, personne ne se rapproche des États-Unis. Comment les États-Unis conservent-ils une telle avance? Cela commence par la logistique. On pourrait croire que la Russie a l'avantage dans une guerre en Europe de l'Est. C'est dans leur jardin, après tout. Mais ce sont les logistiques qui gagnent les guerres. Et les États-Unis ont passé des décennies à maîtriser l'art de déplacer des troupes et des fournitures à travers les océans et les continents. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est intégré dans le fonctionnement de l'armée américaine. Considérez ceci, pour chaque soldat au combat, l'armée américaine a 10 soldats de soutien. C'est le soutien logistique dont la Russie ne peut que rêver. Pendant ce temps, la Russie s'est ridiculisée sur le front logistique. Vous vous rappelez du convoi de 40 miles stoppé aux portes de Kiev début 2022. Les camions sont tombés en panne, les pneus se sont déchiquetés et des officiers corrompus ont vendu des fournitures vitales. C'était un cauchemar logistique et un aperçu parfait des faiblesses de la Russie. La logistique de la Russie demeure précaire encore aujourd'hui. Le pays compte grandement sur le rail pour approvisionner ses troupes en Ukraine. Ces lignes ferroviaires pourraient fonctionner temporairement, mais elles sont des cibles prioritaires et vulnérables aux frappes de précision, comme l'a démontré l'Ukraine. Imaginez ce que les États-Unis pourraient faire avec leur système de missiles avancés et leur réseau de renseignement. Mais la logistique n'est pas le seul domaine où la Russie est à la traîne. La formation et la doctrine sont d'autres lacunes évidentes. Contrairement aux États-Unis qui ont une armée professionnelle depuis les années 1970, la Russie s'appuie encore sur la conscription. Chaque homme, en bonne santé, entre 18 et 30 ans, est tenu de servir pendant 1 an, mais seulement 2% des conscrits restent pour devenir des professionnels. Cela signifie que la Russie manque d'un corps d'officiers non commissionnés professionnels, piliers de toute force de combat efficace. Les officiers subalternes doivent gérer des tâches que leurs homologues américains délèguent aux sous-officiers. Cela augmente le risque, conduit à des pertes plus élevées, et fait perdre aux unités russes leur efficacité plus rapidement. Et puis il y a la doctrine. La doctrine américaine de combat aérien terrestre, améliorée pendant Desert Storm, vise à submerger l'ennemi dans tous les domaines, terre, air, mer et plus encore. C'est une leçon magistrale de guerre moderne. Voici comment cela fonctionne. Imaginez un chasseur furtif F-35 qui se faufile derrière les lignes ennemies et repère une cible de grande valeur, un dépôt de ravitaillement, un carrefour ferroviaire ou un centre de commandement. Au lieu de s'engager directement, il transmet les coordonnées de la cible à un système High Mobility Artillery Rocket System ou à un navire de la marine au large. Quelques instants plus tard, la cible est détruite et le F-35 passe à la suivante. Maintenant, comparez cela à la Russie. Sa structure de commandement lourde et ses mauvaises communications la rendent lente à s'adapter et facile à perturber. Lorsque les frappes High Mobility Artillery Rocket System ont coupé les liens avec les centres de commandement russes en Ukraine, des unités entières se sont figées, paralysées par l'indécision. Les tentatives de la Russie pour résoudre ces problèmes ont été au mieux réactives. Les postes de commandement ont été déplacés, enterrés et renforcés avec du béton. Mais ces mesures de fortune ne résolvent pas les problèmes fondamentaux. Elles ne font que retarder l'inévitable. La Russie a tenté d'apprendre certaines de ces leçons, mais sans grand succès. Il lui manque grandement l'efficacité de communication dont disposent les États-Unis. L'armée américaine a investi beaucoup d'argent dans la construction de communications précises et sécurisées, et de liens de données entre ces différentes plateformes. Ces systèmes sont si bons que les armes en cours de vol peuvent communiquer entre elles. Saint considéré le nouveau missile anti-navire à longue portée AGM-158 Saint. Les projectiles tirés en rafale peuvent communiquer entre eux pour éviter de viser la même cible. Ils peuvent même changer leur priorité de cible face à la résistance. Si l'un des avions est abattu par la défense aérienne ennemie, un autre peut reprendre l'attaque sur la cible prioritaire vers laquelle volait son camarade tombé. Moins spectaculairement, le réseau de communication permet aux États-Unis militaires de coordonner toutes les armes ensemble de manière sécurisée, évitant une répétition des erreurs embarrassantes qui ont conduit à la perte de tant d'officiers supérieurs russes dans une invasion qui était censée durer quelques jours. Il existe également plusieurs couches pour s'assurer que le réseau de communication survit dans un environnement de guerre électronique moderne. Les unités reçoivent des radios locales, à longue portée et par satellite. Des contrôleurs de combat de l'armée de l'air sont intégrés aux troupes au sol et peuvent obtenir des flux en direct des avions en vol. Il y a un inconvénient à cela. Peut-être trop de cuisiniers dans la cuisine. Le Pentagone a essayé de consolider ces différents systèmes en un remplacement universel, mais l'effort a été un échec jusqu'à présent. Mieux que la Russie cependant, parce que la Russie n'est pas douée pour faire aucune de ces choses.
Ces troupes ont fréquemment utilisé des radios non cryptées, ou des réseaux mobiles civils pour communiquer, dont les signaux sont aisément interceptés. Cela n'aide pas que des officiers supérieurs, et même les fabricants d'équipements de communication cryptés, comme la radio Hasard, il est fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, en 2021. Sans surprise, ces radios étaient en rupture de stock au début de l'invasion l'année suivante. Les réseaux de communication ne sont pas la seule manière moins que moderne dont la Russie mène ses guerres. Elle se bat toujours comme l'Union soviétique le faisait avant la Seconde Guerre mondiale, en essayant d'appliquer les leçons qu'elle pensait avoir tirées de la Première Guerre mondiale. La réponse soviétique a été de continuer à miser sur ses gros canons et d'envoyer de nombreux chars pour percer les défenses ennemies et exploiter la brèche sur des centaines de kilomètres. Il s'agit de la doctrine de la bataille en profondeur. Cet aspect de la guerre russe révèle un domaine important, où la Russie pourrait être en mesure de tenir tête aux États-Unis. Et c'est un domaine très important, l'artillerie. Malgré toutes les discussions sur une révolution militaire du XXIe siècle, la guerre en Ukraine ressemble beaucoup plus aux guerres mondiales, ou aux conflits encore plus anciens qu'à Star Wars. L'artillerie a été responsable de 80% des pertes de chaque côté, et parce que la Russie est une puissance terrestre, elle a une tradition d'accentuer beaucoup l'artillerie. L'indice Global Firepower estime que la Russie dispose de 6208 pièces d'artillerie autopropulsées, de 8356 pièces d'artillerie tractées, et de 3065 systèmes, multiples launch rocket systems, pour un total de 17 629. Il ne serait pas exagéré de dire que la supériorité de la Russie en matière d'artillerie est la seule chose qui lui a permis de rester en guerre. En revanche, les États-Unis ne disposent que d'environ 1595 pièces d'artillerie autopropulsées, 1267 pièces d'artillerie tractées, et 694 systèmes, multiples launch rocket systems, soit un total de 3556. La Research and Development Corporation a averti en 2019 que la dépendance des États-Unis à l'appui aérien et leur concentration sur la lutte antiterroriste avaient détérioré leur capacité d'artillerie. En cas de conflit avec la Russie, ils seraient inférieurs en nombre, en portée et en acquisition de cibles. Une évaluation sombre, mais les performances russes en Ukraine ont exposé ses propres faiblesses. La Russie a entamé la guerre en Ukraine avec des bombardements d'artillerie rappelant la Seconde Guerre mondiale. Cela ne signifie pas que ce feu de saturation était inutile. Tactiquement, cela a fonctionné, comme à Grozny et en Syrie auparavant. Les dictateurs russes comme Poutine ne se soucient généralement pas beaucoup des victimes civiles. Le problème était que cette stratégie gaspillait beaucoup de munitions. La pénurie de munitions a rendu la Russie partiellement dépendante des obus nord-coréens. Sans surprise, ils font souvent l'objet de plaintes. Selon les troupes russes, les obus nord-coréens sont souvent défectueux, imprécis, manquent de portée et sont sujets aux accidents. La Russie utilise plus d'obus Krasnopol guidés par laser pour économiser des munitions, mais son artillerie reste mal coordonnée. Malgré l'avantage des fortifications lors de la campagne de Zaporijia en 2023, les forces russes ont subi des pertes significatives en raison des tactiques d'artillerie supérieures de l'Ukraine, notamment un tir de contre-batterie très précis, révélant une coordination défaillante. La lenteur de l'artillerie russe et le manque de formation de ses artilleurs continuent d'entraver son efficacité au combat. La Russie a perdu un nombre visuellement confirmé de 419 pièces d'artillerie tractées, 857 pièces d'artillerie automotrice et 445 systèmes de lance-roquettes multiples. Au 7 décembre 2024, elle s'appuie de plus en plus sur des systèmes plus anciens pour les remplacer. Elle a également tiré tellement d'obus qu'elle arrache les canons des anciens systèmes pour les mettre sur les plus récents. Ce n'est pas une bonne idée si vous voulez avoir un soutien de feu précis. Et il y a des problèmes dans l'organisation de l'artillerie russe. La Russie organise ses unités en groupes tacticos de bataillons. Chaque bataillon tactique groupé compte entre 600 et 800 troupes de combat, appuyées par la défense aérienne, l'artillerie, le génie, les chars et la logistique. Le bataillon tactique groupé, c'est la réponse de la Russie à la guerre combinée des armes. Et sur le papier, cela semble bon. Le problème est qu'il divise en réalité les forces d'artillerie russes, compliquant la coordination de leur puissance de feu. C'était une raison clé de son incapacité à tirer parti de sa supériorité de feu, lorsqu'elle était à son apogée au début de la guerre. En revanche, les États-Unis déplacent leur artillerie du niveau de la brigade au niveau divisionnaire pour tenter d'être plus efficaces contre un concurrent de même niveau. Ce changement lui permettra de mieux concentrer et coordonner sa puissance de feu dans un environnement de guerre électronique. Le Pentagone prévoit que le changement sera complet d'ici 2030.
Ainsi, alors que la Russie a la supériorité en nombre de systèmes d'artillerie, l'allocation d'armes des États-Unis révèle son approche combinée de la guerre. Face à un tir de contre-batterie précis, à la guerre électronique et au soutien aérien efficace, l'approche russe de la guerre d'artillerie sera moins réussie, bien qu'elle créerait des chiffres de victimes inédits pour le public américain. Après le tir de l'artillerie lourde, le but de la Russie est d'envoyer des vagues successives de chars pour briser son ennemi. Même après la guerre froide, les planificateurs de l'OTAN ont continué à craindre les colonnes blindées soviétiques. Avant la guerre en Ukraine, la Russie prétendait avoir la plus grande flotte de chars du monde, avec plus de 12 500 unités. Cependant, des milliers de ces véhicules ont été détruits depuis, révélant des failles majeures dans les stratégies et les conceptions russes. Cependant, la Russie n'utilise pas efficacement ses chars. Les chars ne sont pas soutenus par l'infanterie, manquent de véhicules de récupération en cas de dommages ou d'enlisement, et peinent à s'adapter aux drones. Char pour char, ils sont moins bons que leurs homologues américains, c'est prouvé. Les chars Abrams américains ont vaincu de manière décisive les mêmes chars que les Russes utilisent actuellement, lors de la tempête du désert. Dans l'une des plus grandes batailles de chars du XXe siècle, la bataille de Norfolk, des centaines de chars irakiens ont été détruits, pour le prix de quelques chars de la coalition qui étaient principalement les victimes de tirs amis dans les conditions chaotiques. Face à des chars Abrams modernes bien épaulés par l'infanterie, rien ne laisse croire que les Russes feront mieux que les Irakiens. Mais il y a eu un changement depuis la guerre du Golfe. En Ukraine, les chars se sont rarement affrontés directement. La plupart ont été détruits par des armes portatives, des drones ou de l'artillerie avant d'arriver à portée de tir. Les chars et l'artillerie russe rencontreraient un autre problème là-bas. Les États-Unis misent sérieusement sur la doctrine air-terre, avec une emphase sur la domination aérienne. Ils possèdent de loin le plus grand nombre d'avions militaires au monde, avec environ 13 300 en 2022. L'armée de l'air des États-Unis possède la flotte aérienne la plus redoutable au monde. La marine américaine occupe la 2e place, devant la Russie et la Chine. La Russie est loin derrière, avec 3 864 avions militaires au total. Des centaines ont depuis été détruits. La Russie se vante d'avoir un avion de chasse de 5e génération, le Su-57, mais beaucoup de gens ne le pensent pas. Ses caractéristiques furtives sont concentrées à l'avant, donc s'il manœuvre sur le côté ou à l'arrière, il est beaucoup plus détectable par le radar comparé aux F-22 et F-35 américains. Mais à quoi sert un avion soi-disant furtif si les communications ne sont pas sûres? Vous souvenez-vous du problème de radio russe? Il s'étend aussi aux cieux! C'est tellement grave que les bombardiers stratégiques russes ont été contraints d'utiliser les réseaux de communication civils. Difficile de rester discret avec ça. Mais ce n'est pas que le matériel de pointe. Dans les airs, les États-Unis surpassent la Russie grâce à de meilleurs pilotes et des avions de 4e génération plus modernes. Dans une confrontation directe, les États-Unis ont des atouts que la Russie n'a pas, comme des bombardiers furtifs capables de pénétrer en profondeur l'espace aérien ennemi pour détruire des cibles vitales inaccessibles aux autres armes. La Russie ne possède pas d'équivalent. En regardant les deux flottes aériennes, il est impossible d'imaginer que les États-Unis ne prendraient pas rapidement le contrôle des cieux. En fait, de nombreux avions américains, comme le F-22 Raptor et le F-15 Eagle, ont été conçus pour écraser les Russes dans le ciel au-dessus de l'Europe. Pensez-y de cette façon. La Russie a échoué à dominer le ciel contre une force aérienne beaucoup plus faible en Ukraine. Elle n'a même pas été capable d'utiliser l'aviation pour forcer l'Ukraine à quitter son propre territoire, des mois après l'arrivée de ses troupes. Avec une aviation américaine efficace, la flotte de chars de la Russie et d'autres forces terrestres aurait du mal à être efficace. La Russie comprend ce problème et a beaucoup investi dans ses défenses aériennes, comme le S-400, qu'elle dit pouvoir cibler les avions furtifs américains. Mais il n'y a aucune bonne preuve pour étayer ces affirmations. La Turquie était tellement insatisfaite de son S-400 qu'elle a accusé la Russie de fraude pour avoir vendu un produit défectueux. En particulier, son radar a été moins efficace que ce que les Russes prétendaient, surtout contre les avions volant bas, et n'était pas bon par mauvais temps. Les Turcs testèrent des avions de 4e génération. Il est difficile d'échapper à la conclusion que le réseau de défense aérienne de la Russie serait insuffisant face aux meilleurs avions américains, et la brèche s'ouvre à partir de là. Les avions russes ne peuvent pas fournir un bon soutien aérien rapproché, car la plupart de sa flotte manque de nacelles de ciblage nécessaires pour cette tâche. La Russie a hésité à utiliser ses avions pour soutenir efficacement ses troupes au sol en Ukraine. Normalement, on entend qu'elle craint de les perdre, mais c'est une autre raison. D'autre part, les États-Unis disposent de centaines d'avions capables de fournir un tel soutien, et peuvent équiper d'une nacelle de ciblage ceux qui n'en disposent pas actuellement. Ils pourraient même le faire pour un char Abrams s'ils le voulaient, bien que tenter de faire voler un char serait innovant même pour les États-Unis.
Et ce ne sont pas seulement des systèmes de haute technologie comme les chars, les avions et les défenses aériennes. La Russie peine aussi à équiper adéquatement son infanterie. De nombreux soldats russes manquent de gilets pare-balles adéquats. Des officiers les auraient vendus par corruption. Les casques russes sont mal conçus, limitant la compatibilité avec l'équipement moderne comme la vision nocturne, rare parmi les troupes démontées. Les nouveaux systèmes de montage pour optiques de fusil sont incompatibles avec les anciens stocks, privant de nombreux soldats de viseurs adaptés à leurs armes. C'est pourquoi les États-Unis préfèrent mener leurs opérations la nuit. Ces unités restent conscientes de la situation alors que ses ennemis sont dans l'obscurité totale. Cet avantage profite aussi aux blindés américains. Pour la Russie, seules les unités d'élite ont un équipement comparable aux standards de leurs homologues américains. Donc, lors de combats de nuit, les États-Unis auraient un avantage considérable. De plus, ils porteront une véritable armure pour les protéger des tirs ennemis. Les troupes russes en manquent souvent. L'avantage en équipement des États-Unis s'est accru depuis le début de la guerre par la Russie. Les sanctions ont empêché les composants électroniques modernes d'entrer facilement dans les usines russes. Il est désormais bien plus ardu d'acquérir des optiques et du matériel de contrôle de tir et de communication. La Russie a pu importer certains composants de Chine, mais ceux-ci ne sont pas au même niveau que les composants occidentaux qu'elle utilisait avant la guerre. La plupart de cet équipement a été détruit depuis. Ces sanctions ne vont nulle part de sitôt. Donc la Russie est dans une position encore pire pour lutter contre l'armée américaine qu'elle ne l'était avant 2022. La Russie peut prétendre être une superpuissance, mais rien ne vaut un véritable bilan de combat pour connaître la vérité. Que ce soit l'équipement russe utilisé par l'Irak pendant la guerre du Golfe, les performances russes en Tchétchénie, ou la récente guerre en Ukraine, l'armée russe et son matériel ont souvent montré leurs limites face à la puissance militaire américaine. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts. Comparez maintenant les différences entre les soldats américains et russes, ou regardez plutôt cette autre vidéo.